J'arrive sur les statistiques, hein, puisque les statistiques, c'est quand même utilisé dans tous ces questionnaires qu'on voit dans toutes ces entreprises. Hein. Donc les statistiques, c'est quelque chose de, même pour un mathématicien, c'est quelque chose d'extrêmement traître, d'extrêmement compliqué, et l'interprétation des chiffres, le cadre, il doit être extrêmement rigoureux. Et il y a un mathématicien qui s'appelle Kolmogorov qui a posé les bases de ça, c'est quand même très rigoureux, sinon on raconte n'importe quoi. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça me ferait aller trop loin. Par contre, il faut se poser la question, c'est pourquoi on utilise les statistiques. Moi, je dirais une règle qui est vraiment celle des chercheurs en physique, qui a été celle des chercheurs en physique, hein, ou des domaines voisins. On utilise les statistiques lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Non, mais ça semble con, mais il faut le rappeler. Hein. On utilise les statistiques lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Bon, toujours penser à Karasek, hein, c'est un modèle. Hein, alors c'est vraiment vrai, c'est-à-dire, admettons, là j'ai une casserole avec de l'eau dedans, là il y a plusieurs millions de molécules dedans, bon je suis un physicien, ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne là-dedans, si en plus je suis un peu vicieux, je chauffe le truc, l'eau est bouillie, bon j'aimerais comprendre comment ça se passe. Je connais le mouvement, l'équation de toutes les particules, comment elles bougent, mais comme il y en a des milliards, ça m'est un peu compliqué de calculer. Et donc c'est comme ça qu'on a été obligé d'utiliser les statistiques pour comprendre quelque chose. Donc c'est vraiment parce qu'on est obligé, sinon c'est pas la peine. Et non seulement c'est pas la peine, mais les résultats sont très dégradés. Hein. Si j'étudie le mouvement des molécules dans l'eau que je chauffe, j'aurai jamais de la vie le mouvement d'une seule molécule, c'est trop compliqué. Donc c'est quelque chose de très dégradé, de très aplati, j'aurai pas des résultats très fins. Mais je le fais uniquement parce que je ne sais pas faire autrement. Ça c'est important dans les statistiques. Voilà. Alors, là j'ai mis dans mon petit texte, là, alors pourquoi on utilise les stats? Il y a plein d'idées, hein, j'ai du matériel, là, mais il faut y aller, il faut avancer. Hein. On peut l'utiliser dans un truc descriptif. Il faut savoir pourquoi on l'utilise. Tout à l'heure, il faut venir. Pour décrire quelque chose qu'on ne sait pas, parce qu'il y a trop de variables et tout, pourquoi pas. Est-ce qu'on l'utilise pour prédire des choses? Par exemple, on pose des questions un peu à la con, et après on prédit que les gens ils sont stressés. Non mais c'est vrai, hein, on ira après sur les questions. Quelles questions sont posées? Alors c'est notre vision des statistiques, c'est-à-dire c'est utilisé pour valider un modèle, par exemple. C'est pas la même utilisation, hein. Et ça change tout dans est-ce que ce modèle est valable, par exemple. Si je tire au sort des gens ici, ça peut être valable en termes de savoir combien il y avait d'hommes, combien de femmes. Je peux faire quelque chose avec ça. Mais c'est certainement pas pour prédire si vous avez compris ce que je suis en train de raconter, par exemple. Non, mais bon. Alors là, il y a une citation de Jean Leron d'Alembert que j'ai trouvé pas mal quand même pour illustrer ça, et vous pouvez l'utiliser pour plein de domaines. Hein. Vous connaissez Jean Leron d'Alembert. C'est un encyclopédiste, il s'appelle Jean Leron parce qu'il a été abandonné au pied d'une tour qui s'appelait Jean Leron, donc à l'époque on baptisait les gens du nom de la tour où ils étaient abandonnés, etc. Et donc il dit, toute recherche, ça c'est des phrases, je trouve, le psychologue doit la connaître, hein. Toute recherche portant sur l'existence de ce que nous voyons est le signe d'une pensée en arrêt. Non mais c'est des mathématiciens, Jean Leron d'Alembert. Comment? Alors, toute recherche portant sur l'existence de ce que nous voyons est le signe d'une pensée en arrêt. Donc c'est quand même des mathématiciens, c'est très cartésien tout ça, alors mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'eux ils pensaient déjà de ces questions. Hein. Voilà, donc le domaine des statistiques il est extrêmement piégé, je ne vais pas vous raconter... ici, je vais quand même vous raconter l'histoire de la pièce de monnaie pour vous dire les pièges. Hein. Admettons, on jette tous une pièce de monnaie ici, c'est l'histoire qu'on raconte à tous les étudiants. Grosso modo, il y aura moitié pile, moitié face. Donc on va dire la probabilité que pile tombe, c'est 1,5, probabilité que face tombe, c'est 1,5. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui, mais vous avez raison. Mais maintenant, on va interpréter ça 1,5. C'est-à-dire, si maintenant, moi, individuellement, je prends une pièce de monnaie et je vais la jeter, quelle est la probabilité que pile sorte? Eh ben non. 1,5 sur cette expérience-là veut dire qu'on ne sait absolument rien de ce qui va se passer.
C'est des pièges, il y en a partout comme ça en strat. Celui-là, il est simple. Si je jette ma pièce de monnaie, le fait que c'est 1,5, ça veut dire que je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas une chance sur deux que pile sorte. Vu comment je vais lancer ma pièce de monnaie, j'ai une chance sur une que sorte ce qui doit sortir avec la G que j'ai fait. Non mais, ça semble rigolo comme ça, mais c'est vraiment ça. Alors, revenez à Karasek, hein, tous les gens qui disent la loi normale elle est bonne, on est dans la moyenne et tout, ben, moi je prétends que ça veut dire que je sais exactement pas ce qui se passe. Et qu'il vaut mieux que j'aille demander aux gens ce qui se passe. Non mais bon voilà. 3 citations importantes. Pour tout à l'heure encore, Poincaré, 3 fois de Poincaré. Bon, c'est peut-être pas la peine de les... Enfin, il y a le mail là, bon, si un jour, moi je suis paresseux, hein. Bon, si un jour je suis moins paresseux, je vais l'écrire proprement, je vous l'enverrai. Mais bon, ça, bon. Alors, il écrit quoi? Au niveau de l'utilisation des statistiques des probas. Il écrit, il est possible, enfin, que non seulement les conditions initiales, alors conditions initiales, on va tout de suite aller sur Karasek, l'entreprise, son histoire, les stratégies défensives que les collectifs, etc., leur boulot, conditions initiales, c'est ça la condition initiale de l'affaire. Hein. Donc, il est possible enfin que non seulement les conditions initiales, mais les lois elles-mêmes soient inconnues. Les lois elles-mêmes sur Karasek, c'est inconnu, puisqu'ils prétendent qu'il n'y a pas de choses spécifiques sur le travail dans cette affaire. Hein. Tout à l'heure, je viendrai sur le modèle Karasek. Il n'y a rien de spécifique sur le travail, justement. Ils disent que c'est une espèce de boîte noire, donc on ne connaît ni les conditions initiales, ni les lois qui régissent les choses. Et donc, Henri Poincaré, en 1902, dit que quand on est dans ce cas-là, alors on a le dernier degré de l'ignorance, et on ne peut plus rien affirmer du tout au sujet de la probabilité d'un phénomène. Ça, c'est quand même fort. Bon, en 1902, ils ne connaissaient pas tous ces trucs, donc... je ne l'invente pas pour la cause. Hein. Après, une autre petite citation, pour entreprendre un calcul de probabilité, il faut qu'il ait un sens. Autre truc important, les problèmes où les probabilités peuvent être appliquées avec profit sont ceux où le résultat est indépendant de l'hypothèse faite au début. Alors, je traduis pour moi, pour Karasek, hein, pour vous, j'ai envie de le traduire comme ça. Pour que ces statistiques puissent être appliquées à profit, il faudrait que l'hypothèse de début du modèle Karasek soit indépendante des résultats. Il y a une des hypothèses de début de Karasek qui dit quoi? Ben, qui laisse entendre que les gens, ils n'ont pas d'intentionnalité spéciale par rapport à ce questionnaire. Moi, j'ai connu des collectifs de travail, quelqu'un de syndicaliste qui disait, tiens, le questionnaire tombe, moi j'ai donné la consigne pour démontrer à l'entrepreneur, à l'entreprise, de charger les questions et de mettre des réponses bien négatives. Donc, le résultat du questionnaire lui-même, il est complètement dépendant de l'hypothèse initiale. Donc, on est dans le cas de figure que dit Poincaré, c'est que ça vaut rien, quoi. Enfin, ça vaut rien. Il y a un chiffre, mais on ne sait pas l'interpréter. Voilà. Bon, du chiffre, il y a, ça c'est pas... faire du chiffre, mais on ne sait pas l'interpréter. Bon, donc on a balayé en gros un truc sur les maths, quelques trucs sur la statistique, donc je suis obligé aussi de vous embêter un peu sur les chiffres, les nombres, tout ça quoi. C'était le titre de l'exposé donc. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le chiffre n'a pas de signification propre, il ne veut rien dire. Déjà, ça, on est simple là-dessus, on est clair. En plus, il y a une différence, bon, on peut être très, très précis, même si je ne le suis pas toujours dans mes exposés. Les besoins, donc on ne peut pas toujours être précis, sinon on fait des exposés. Bon. Le chiffre est au nombre ce que la lettre est au mot. C'est-à-dire, j'ai la lettre A, je peux en faire le mot Jean-Marie. Je peux l'utiliser pour faire le mot Jean-Marie. Voilà. Et ben, le chiffre, c'est pareil. Ça ne veut rien dire. Un, ça ne veut rien dire. Mais je peux l'utiliser pour en faire un nombre. Et ça, déjà, en soi, c'est modéliser quelque chose. Passer du chiffre au nombre. Parce que ça veut dire que je vais donner une signification à ce nombre. Je vais dire, ici, dans cette salle, il y a 50 personnes.
Alors c'est un gros modèle que je fais là, parce que il y a 50 hommes, par exemple. C'est un gros modèle que je fais là, parce que ça suppose qu'on connaisse tous des caractéristiques communes, qu'est-ce que c'est un être humain et tout ça. Donc là, il y a toute une modélisation idéologique derrière, rien que de dire ça, hein, d'utiliser ce chiffre. Donc là, c'est un nombre, ce nombre, c'est plus un chiffre, c'est un nombre. Donc en tout cas, le chiffre, alors ce qui se passe aujourd'hui, pour aller vite à l'essentiel, c'est que je trouve, enfin, j'aimerais vous persuader qu'aujourd'hui, de toute façon, dans tout ce qu'on entend, qu'on voit, on utilise plutôt du chiffre et pas du nombre. Parce que le nombre, il faut l'interpréter, il a un sens, etc. Donc on entend plein de chiffres, on ne sait pas ce que ça veut dire. Chacun lui donne la signification qu'il veut, on est un peu dans une espèce de pensée magique, si ce n'est de la manipulation. Voilà. Mais c'est un truc qui n'est pas ancien. Lacan, il en a parlé avec les hiéroglyphes. On peut faire le parallèle avec l'écriture. Hein. J'ai des citations là, mais... Je reviens aux citations, en tout cas du corpus des mathématiciens. Toujours Jean Dieudonné, il disait quoi? Parce que, bon, il y a le chiffre, on peut en faire un nombre. Mais le nombre, après, il faut l'interpréter. Il faut savoir ce qu'il veut dire. Hein. Et bien, lui, il disait, il y a autant de différence entre un nombre et ce qu'il veut dire qu'entre la Lune et l'idée que je me fais de la Lune. Ça, c'est... Oui, c'est important de savoir ça. C'est-à-dire, c'est des chiffres, des nombres, il faut les interpréter. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ben, si on ne fait pas ça, il n'y a pas d'intelligibilité partagée possible. C'est-à-dire, chacun peut faire ce qu'il veut avec le chiffre. En tout cas, pour les gens des sciences humaines qui prétendent utiliser les soi-disant mathématiques, il faut qu'ils aient cette rigueur s'ils veulent discuter avec moi d'un modèle. Non, mais sinon, après, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas discuter. Non, mais enfin, moi, je ne peux pas discuter. Sinon, après, on reste dans l'espèce de pensée magique, 1, 2, 3, j'irai dans le bois, quoi, hein, comme les enfants. C'est comme ça qu'on apprend à compter. C'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes sur les chiffres. 1, 2, 3, j'irai dans le bois. Ça n'a pas de sens. C'est poétique, mais... Enfin, ça a un sens, mais pas en termes de mathématiques, disons. Voilà. Bon, en allemand, ça se dit autrement. Eins, zwei, drei, Polizei, ça, enfin bon. Non, mais c'est tout un truc. En tout cas, pour sortir de cette espèce de pensée magique, ou je ne sais pas comment on pourrait noter, il faut un cadre rigoureux. Qu'est-ce qu'on fait? Et même quand on fait un chiffre, on reste dans quelque chose de l'ordre du magique. Même quand le nombre est bien défini et tout, il y a toujours quelque chose de magique. De quel droit, moi j'ai le droit de dire, lui c'est un homme, il a 6 milliards, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est un être humain. Enfin, il y a quelque chose de magique quand même quand c'est bien défini. Bon, pas mes temps là-dessus. Parce que, voilà. Oui, j'ai trouvé des... Alors, ouais, j'ai vraiment trouvé des trucs intéressants. Hein, dans la Bible, par exemple. Bon, moi, c'est pas ma lecture. J'ai trouvé ça sur Internet. Il y a des choses vraiment intéressantes sur sur les dangers de compter, de dénombrer. Il y a une citation, bon, dans la Bible, il y a un monsieur qui s'appelle Dieu et tout. Il compte ses sujets à un moment. Non, mais c'est vrai. Et il y a une belle citation que je trouve qui va bien avec ça, parce que... bon, donc il y a un monsieur, là, Dieu, il compte ses enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il fait avant? Il relève la tête à chacun, c'est-à-dire, individuellement, il va reconnaître les gens. Et il va les compter. Et ils en concluent quoi? Cette citation conclut quoi? Si on fait comme ça, il n'y a pas de danger d'épidémie mortelle quand on dénombrera. C'est-à-dire, ils avaient déjà mis en garde sur le danger de dénombrer sans qu'on tienne compte que le fait de compter, alors je vais utiliser un mot que je ne maîtrise pas trop, compter, il y a une question du désir de quelque part. Je compte, lui, je le connais, c'est syndicaliste, tac, Eric, il y a quelque chose de l'ordre d'un rapport de désir là-dedans, ou lui, je l'aime pas, etc. Et s'il n'y a pas ça, cette citation-là dit qu'il peut y avoir un danger vraiment mortel, c'est-à-dire une épidémie. Hein. Je trouve que c'était intéressant, tout ça, que ça vient de loin, toutes ces réflexions. Aujourd'hui, on n'en parle plus tellement, mais c'est vraiment un domaine où j'ai failli me perdre. Hein, parce que il y a vraiment, là, je suis à la page 3 sur 18. Donc, on va avancer plus vite. Ah oui, mais justement, si un nombre, on veut lui donner un sens, il faut quand même qu'on dise qu'on peut en faire, c'est-à-dire qu'on doit lui adjoindre le mode d'emploi, si j'ose dire. Le mode d'emploi, c'est-à-dire, par exemple, comment on additionne. C'est pas évident comment on additionne.
Si j'additionne 2 casseroles qui sont à 10 degrés, je les additionne, est-ce que ça fait 10 plus 10, 20 degrés ou ça reste 10? Tout ça, c'est pas évident. Hein. Donc là, je vous dis tous les pièges, avec des exemples qui semblent banals, tous les pièges que vous allez retrouver lorsque les gens vont mettre la psychologie sous chiffres. Hein. Tous ces pièges, ils sont là. Là, ils sont simples à comprendre, puisque vous avez tous déjà chauffé une casserole. Bon, donc vous savez ça. Donc comment on additionne, par exemple, la température? Une casserole à 10 degrés, une autre à 20, je mélange les deux, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça devient compliqué. Hein. Voilà. Par exemple, je prends un groupe de gens, je fais le modèle Karasek, ce côté-là, il n'a que 75 à la note et les autres 76. J'en retranche un, qu'est-ce que ça fait? Ah, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui se passe. J'essaye du coup de parler directement du modèle Karasek pour gagner du temps. Le modèle Karasek, c'est assez simple, hein. Vous pouvez tous le faire. Vous faites un questionnaire, il y a marqué les chiffres. Si tu réponds comme ça, tu as 4 points. Tu additionnes les chiffres et tu divises par le nombre de réponses. C'est les règles de 3. C'est ça que tu fais. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle psychologique où on additionne les choses comme s'il suffisait d'additionner les grains de sable de la mer du Nord pour faire la cathédrale de Strasbourg avec les pierres de sable. C'est ça qu'on fait. Par exemple, quelqu'un qui irait très mal dans mon modèle Karasek, qui a les plus mauvais résultats, il répond pas à la question, tout le reste est bon, il n'y a pas de souci. En plus, on écrase tout avec ça. Puisqu'il y en a 1000 qui répondent bien, enfin bien en guillemets, il y en a un qui ne va pas bien. Et ben, en moyenne, c'est génial, on a un bon groupe. Non, mais c'est ça qui est derrière tous ces trucs. Hein. Alors après, on peut être d'accord ou pas. Moi, je veux simplement mettre en lumière un peu les choses qui seraient nécessaires à mettre en débat, au moins, si vous utilisez ça en entreprise. Après, si vous pensez que c'est comme ça que ça marche, allez-y, mais soyez au moins conscients que c'est ça qui est derrière. Voilà. Bon. Donc, j'ai paraphrasé le script. De nouveau, j'ai dit le chiffre doit servir à découvrir ce qui existe mais est caché, et non à cacher ce qui existe et qui est visible. Comme ça, je n'avais pas besoin d'inventer moi-même une phrase, j'ai copié l'autre. Voilà. Alors, il y a quand même un autre type qui s'appelle Gottlieb Frege, que j'ai trouvé, philosophe, mathématicien et tout ça. Il a écrit des bouquins, hein, et il s'est intéressé à l'écriture. Il dit quelque chose de tout à fait similaire. Les signes, donc, dans le cadre de l'écriture, les signes donnent présence à ce qui est absent, invisible, et le cas échéant inaccessible au sens. Donc, on est tout à fait dans une caractérisation tout à fait parallèle à celle des mathématiques au sens du script de Zint, du manuscrit de Zint. Ça va là, je parle pas trop vite? Non. Bon, c'est bien un cours de maths comme ça. Alors, je suis encore obligé d'avancer encore un peu sur des choses, sinon on ne va pas pouvoir discuter des questionnaires sur la mesure, parce qu'ils prétendent mesurer. Donc là, il faut quand même dire quelque chose là-dessus, hein, sinon c'est un peu compliqué. Alors, prétendre mesurer une quantité, ça ne va pas de soi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Je ne vais pas entrer dans le détail. En tout cas, c'est vraiment compliqué, mesurer quelque chose. C'est mesurer quelque chose, admettons, bon, on va aller dans les choses simples, hein, parce que sinon, c'est bon. Par exemple, si je veux me mesurer mon poids, je suis obligé de savoir, admettons que j'ai 100 kilos, je suis obligé de savoir combien de fois 1 kilo je mets en moi pour avoir 100 kilos. On est bien d'accord. C'est-à-dire, je suis obligé d'avoir une unité de référence. Sinon, mesurer ne veut rien dire. Sinon, je dis, il fait 15 degrés, si on ne définit pas le zéro, ça ne veut rien dire. Ah oui. Donc, tous les gens qui prétendent mesurer des choses, dans les sciences visibles ou invisibles, peu importe, ça quand même, si on veut mesurer, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, on fait du chiffre, c'est-à-dire on donne un chiffre que ça ne veut rien dire pour personne et chacun en fait ce qu'il en veut. Il faut un truc de référence. Ça s'appelle le mètre, le kilomètre, plein de choses comme ça. Hein. Le degré Celsius. Bon. Et bon, alors il faut une mesure de référence, donc ça ne va pas de soi. Il faut aussi un instrument de mesure. Par exemple, moi j'ai besoin, pour savoir que je fais 100 kg et demain matin 98, j'ai besoin d'une balance.
Bon, là, ça semble évident. Mais dans les sciences humaines, ou en économie, ou tout ce que vous voulez, quand quelqu'un prétend mesurer, il faut lui demander quelle est sa balance, quel est son instrument de mesure, et quelle fiabilité est là, etc. Tout ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Bon, quand tu es syndicaliste dans une entreprise, quand un expert vient, il prétend vous mesurer votre stress, il faut demander quand même sa balance, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, mais il y a un troisième point. Un troisième point sans lequel on ne peut pas mesurer, c'est qu'il faut que si moi je prétends avoir inventé la balance pour me peser, je dois décrire une expérience que je peux reproduire et que mes 100 kilos, c'est les mêmes à Paris qu'à Vancouver. C'est-à-dire que je précise les conditions initiales, que je précise tout le dispositif et que si madame veut reprendre cette expérience chez elle à la maison, qu'elle ait exactement le même résultat. Ça veut dire que si je présente mesurer la perception qu'on a de je sais pas quoi, du boulot et tout, il faut que je dise, c'est dans telle structure d'entreprise, c'est comme ça, il faut vraiment préciser les conditions initiales, et il faut que si j'ai un même type d'entreprise avec les mêmes conditions que si je vais à Moscou, les gars, ils ont le même résultat de stress qu'à Paris. Hein. Si moi je veux que ce soit une mesure, au sens scientifiquement discutable en tout cas, que je peux discuter avec ça. Donc ça c'est important. Alors, bien évidemment, prétendre mesurer, c'est déjà modéliser. Hein. C'est-à-dire, si je prétends pouvoir mesurer la souffrance au travail, je fais un modèle idéologique, enfin, ou idéologique, on supprime le mot, je fais un modèle qui dit, moi j'ai l'intuition qu'on peut mesurer ça. J'ai le droit en tant que scientifique. Mais après, il faut le passer à l'épreuve des faits, ce truc. Hein. Il faut inventer la balance, il faut, enfin, etc. Hein. Bon, voilà. Oh là là. Donc il reste le modèle. Là, j'ai déjà parlé beaucoup du modèle. Hein. Le modèle, ses hypothèses. Donc un modèle, il fait quoi? Je vous ai dit, tout modèle, de toute façon, tout modèle scientifique en tout cas, il essaye de mettre en boîte quelque chose du réel, tout en sachant qu'il ne peut pas. Donc c'est la contradiction de départ, mais c'est quand même très fructueux si on assume cette contradiction. C'est-à-dire, on met quelque chose en boîte, on martyrise le réel, ou on l'approche un peu, ou on n'en prend qu'une partie. On fait un truc là-dessus, des lois, et alors, le seul juge de paix, après, c'est la clinique. Hein. Est-ce que les résultats de ce modèle, ils sont conformes à ce qui se passe? Enfin, conformes, c'est très compliqué en science. En tout cas, est-ce que parmi la communauté des pairs qui connaissent le sujet, est-ce que c'est partageable, les résultats? Parce que pour interpréter un résultat d'un modèle, hein, ce qu'on a dit dans toutes les sciences, on est dans la clinique, hein, qui est-ce qui interprète ça? Ben, c'est ceux qui connaissent, hein, dans le monde du travail, vous savez tout ça. Les experts du boulot, c'est les gens qui bossent, hein. C'est comme ça. Bon, je ne peux pas faire un cours de psycho, là, mais ça vous savez. Bon. Donc modifier, c'est réduire, simplifier, amputer la réalité, mais dans une visée de meilleure compréhension, en principe. Hein. Bon, il y en a qui ont des visées de manipulation, mais disons, là, on est des gens sérieux et tout, c'est parce qu'on veut comprendre un truc. Voilà. Alors, d'ailleurs, la notion de modèle est assez vague, hein, mais derrière tout modèle, il y a une intentionnalité. On a une intention pour arriver à quelque chose. Einstein écrit son truc, il a l'intention de démontrer qu'il y a un lien entre la façon dont le temps s'écoule et la masse. Plus il y a de la masse, plus le temps s'écoule lentement. Voilà, il a l'intention de modéliser ça, c'est son idée, c'est son intention. C'est-à-dire, à chaque modèle, il y a une intention. C'est celle-là qu'il faut discuter, hein. C'est pas les formules à la con des maths que de toute façon on ne comprend pas. Il faut discuter ça, quelle est l'intention d'un modèle. Souvent c'est caché quand c'est un peu bidouilleux ou bon. Voilà. Et c'est ça qu'il faut discuter. Le reste, on trouvera des ingénieurs pour le mettre dans l'ordinateur. C'est pas important ça. Voilà. Bon, cet exemple, je le passe. Voilà, tourner. Bon, là, j'ai réécrit ce que j'ai dit tout à l'heure. Les mathématiques n'ont pas pour objet l'interprétation des résultats du modèle, c'est les gens compétents, on va dire, dans le domaine, c'est les travailleurs pour interpréter les résultats du travail, etc. Hein. C'est les biologistes pour interpréter est-ce que finalement ce modèle-là, il donne des bons résultats par rapport à la clinique qu'ils ont de leurs molécules, etc. Alors évidemment, un mathématicien peut être en même temps biologiste, c'est pas ça la question, mais alors en tout cas, il est les deux, mais pas un truc entre les deux.
Donc d'où l'importance, quand il y a des trucs comme ça dans les sciences humaines ou dans tous les domaines que vous voulez d'ailleurs, hein, parce que les abus qu'on constate en sciences humaines, ils ont lieu dans les sciences dures, hein, dites dures. Hein. Tout ce qu'on dit là, tous ces trucs, ça a été... Oui, alors, c'est ce que je disais, c'est des trucs qui viennent de loin, hein, l'utilisation de ce formalisme et tout, pour avoir des espèces d'arguments d'autorité, donc il y a un certain nombre d'entre vous connaissent certainement la fameuse controverse de Sokal et Brikmont. Bon, ben voilà, donc ça c'est un exemple type que ça ne vient pas d'aujourd'hui, cette affaire. Donc ces deux types qui se sont fait un canular, enfin un canular. Ils ont écrit un article complètement démentiel en prenant les équations de la physique quantique, mais en l'appliquant bien sûr à la sociologie. Alors, c'est un truc délirant. Ils l'ont envoyé dans un grand journal réputé scientifique pur et dur. Le truc a été accepté. Et 2 jours après, ils ont signalé que c'est un canular. Donc ça a donné un scandale, tout un truc. Vous trouverez ça sur Internet, ça c'est intéressant. Oui. Brikmont et Sokal. Alors je crois que l'un est belge et l'autre américain. Alors dans quel sens, je ne sais pas. Peut-être que Sokal, ça pourrait être belge, je ne sais pas. Ah voilà. Donc précision. B-A-I-C, M-O-N-T et Sokal comme S-O-K-A-L. Voilà. Donc il attaquait, d'ailleurs, lui c'était vraiment l'attaque sur Lacan, enfin qui utilise les maths. Enfin, bon, je ne connais pas trop Lacan, donc je ne vais pas me noyer là-dedans. Bon. Voilà. Mais attention, c'est encore d'actualité. Donc quand j'ai bossé ça, j'ai trouvé un article dans une revue prestigieuse qui s'appelle Le Journal des psychologues. Et j'ai trouvé un super article sous plaisir au travail. Alors le titre c'est quoi? Est-ce que je l'ai noté? Ah, je l'ai noté derrière alors. Le titre c'est Entre chaos et entropie, une solution à la crise. Bon, donc ce monsieur qui est quand même prof émérite dans une faculté, hein, il utilise quoi? Il utilise pour décrire ces questions le deuxième principe de la thermodynamique. Vous connaissez ça? Bon, alors effectivement, je me suis posé la question, là, quand j'ai écrit, quel lecteur du journal des psychologues a les moyens de lire cet article? Il y a des phrases délirantes, non, mais c'est bien. Alors bon, au demeurant, bon, c'est une métaphore qui fait un peu l'inverse. Normalement, une métaphore, c'est pour simplifier un truc, pour faire comprendre un concept compliqué aux gens qui ne sont pas du domaine. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire un truc assez simple, est-ce que j'ai du plaisir ou pas au boulot, il en fait un truc super compliqué. Donc c'est une métaphore un peu à l'envers. Non, mais c'est ce que dénonçait Brikmont, les deux là. Et au demeurant, la métaphore est fausse, parce que je me suis tapé le deuxième principe de la thermodynamique. Et ben, moi, ça ne me convient pas, la comparaison qu'il fait. Alors, je vais vous la raconter simplement. Le deuxième principe de la thermodynamique, il dit une chose assez simple, c'est que tout système physique qui est isolé a tendance, sur du très très long terme, à entrer dans un degré de désordre maximal. Traduction, c'est-à-dire, on sait que dans 1 milliard de milliards de je ne sais pas combien d'années, le ciel, il sera uniformément réparti en étoiles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous regardez le soir, la nuit, vous voyez la Voie lactée, c'est très ordonné, il y a plus de lumière là, il y en a moins là, etc. C'est-à-dire, sur les étoiles, aujourd'hui, le truc, il n'est pas fini. Hein. On sait que ça va devenir de plus en plus désordonné, mais désordonné, ça veut dire que les étoiles vont être uniformément réparties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui font que toutes les étoiles iraient dans le coin là-haut. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors bon, il fait plein de trucs que soi-disant, le système néolibéral, il est complètement désordonné. Bon, si vraiment on veut comparer au deuxième principe de la thermodynamique, c'est pas le cas. Les marchés dirigent des trucs, quand il y a la note qui baisse, ça fait couler le truc. Enfin bon, il y a vraiment des lois qui se jouent. Alors elles ne sont pas forcément en faveur des travailleurs, ça c'est autre chose. Mais c'est pas désordonné. Il utilise même la révolte des Grecs, mais une révolte, si on voulait faire une métaphore avec le deuxième principe de la thermodynamique, si je vais trucider quelqu'un, c'est une intention, c'est quelque chose de très ordonné, c'est pas le désordre au sens du deuxième principe de la thermodynamique. Donc je voulais juste citer ça pour dire que ça continue toujours encore comme ça, il y a toujours des articles qui passent comme ça, mais bon, ça m'a permis d'étoffer.